Si pendant longtemps les films de droite et de gauche s'accusaient mutuellement de propagande, à partir des années 70, le cinéma militant de gauche se mue de manière moins frontale dans un cinéma de mœurs qui s'affirme non plus comme militant, mais comme la simple expression du bon sens. Rapidement, il règne sur les écrans français avec une hégémonie quasi totale, et ses valeurs progressistes accouchent d'un cinéma qui se fait depuis peu taxer de politiquement correct. Éric Zemmour analyse cette série de films qui ont défait la France des 30 Glorieuses pour faire naître notre France actuelle. Avec Dupont-la-Joie, Zemmour revient sur l'un des films les plus emblématiques de ce cinéma pionnier de gauche des années 70, dans un texte que j'ai mis en image sans aucune modification. Si on n'arrive pas avant la tombée de la nuit, m'appelle pas la joie. Nous sommes tous des Dupont-la-Joie. Ils sont laids, ils sont bêtes. Je n'aime que la grande littérature. Ils sont méchants, ils sont vils, ils sont vulgaires, ils sont libidineux. Elle est roulée la môme, hein. Ah ouais. Quand je pense qu'on a fait ça tous les deux, ça fait quand même plaisir, hein. Ils sont misogynes, xénophobes et racistes. Moi j'ai dit bico et alors? Ils sont à la fois couards et violents. Leurs vêtements sont ridicules, leurs plaisirs grotesques, leurs loisirs stupides. Ils jouent au tiercé et boivent des coups au comptoir. Ouais, faut pas vous fâcher parce que vous avez perdu au tiercé, quoi. Allez, on voit la petite dernière. Ils passent leurs vacances au camping où ils s'entassent au milieu des odeurs de grillade, dans une promiscuité bruyante et avilissante. Y'a pas à dire, on s'amuse quand même mieux entre Français. Jean Carmet et Ginette Garcin composent un couple de Thénardier 70s avec un rare talent. Les comédiens qui les entourent sont remarquables, pluvieux et vulgaires les uns que les autres. Cosette est jouée par Isabelle Huppert à peine sortie de l'enfance. Cosette meurt pour avoir résisté à une tentative malhabile de viol du père Thénardier. On s'amuse bien avec son vieux tonton Georges. Non, allez, arrêtez. Ces gens-là ratent tout, hein, même un viol. La gamine perverse avait un peu provoqué en allumant le vieux renard émoustillé et brutal. Même la victime a des taches sur sa blanche hermine. Dans ce camp du mal, dans ce camping du mal, le seul humaniste qui tente d'arrêter le fol engrenage de la violence est italien. Et de quoi je me mêle, toi? Qui tu es, toi? J'ai dit simplement qu'il ne faut pas faire des conneries. La police, elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas... C'est ça, nous. oui, alors on va laisser les bougnoules se tirer tranquillement pendant qu'eux, ils vont roupiller, c'est ça? Puis s'ils se tirent pour les retrouver, chapeau, des types qui ont tous la même gueule. L'inspecteur de police a tout deviné, mais il renonce à arrêter les vrais coupables pour devenir commissaire. Officiellement, l'affaire de cette nuit n'est qu'un banal règlement de compte entre arabes. Le ministre, de droite bien sûr, préfère détourner le courroux de la justice sur de pauvres arabes innocents comme l'agneau qui vient de naître. Ces hommes sont des montagnards de la région des Aurès. Je veux dire, sont des gens fiers, intransigeants, qui règlent les affaires d'honneur entre eux. Ces arabes venus travailler sur un chantier à proximité du camping pour un salaire dérisoire sont les seuls héros positifs du film. Humbles et fiers à la fois. Pauvres mais dignes et hospitaliers. Peu causants. Se nourrissant de thé à la menthe, ils forment une tribu d'hommes nobles tout droit sortis d'un désert et d'un livre de Laurence d'Arabie. À l'époque, les travailleurs émigrés qui débarquaient en France étonnaient en effet souvent par leur mise sobre, leur discrétion, leur élégance morale. Kabyles pour la plupart, ils étaient secrètement ravis de trouver une terre où les lois du Coran ne s'appliquaient pas sous le contrôle strict et rigide du voisinage. Bergers ou paysans habitués à la chaleur conviviale de leur village, ils souffraient de la froideur des relations humaines en France, quand ils ne suscitaient pas des réactions violentes de rejet qu'ils ne comprenaient pas. On n'ose pas, vous savez. Quand on leur parle aux Français, ça les fait rigoler. En leur temps, les Rital et les Polacs avaient subi le même opprobre de la part d'ouvriers français qui jugeaient qu'on leur volait leur travail et leur pain. Dans le film, Robert Castle jure la main sur le cœur qu'ils sont payés autant que les Français pour le même travail. Et vous êtes bien payé? Au même tarif que les Français. Mais il se voit contraint d'ajouter que peu de Français acceptent de travailler pour ce prix-là. Et il y a beaucoup de Français qui travaillent avec vous? C'est-à-dire que, à ce tarif-là, vous voyez, il faut bien dire qu'il n'y en a pas tellement. En 2 mots, tout est dit. Les émigrés ne prennent pas le travail des Français, mais permettent aux patrons de réduire les coûts et de peser à la baisse sur les salaires des autochtones. Loi aussi vieille que le capitalisme, que Marx analysait déjà à propos des travailleurs irlandais importés dans les usines anglaises en 1840. Le réalisateur affirmera qu'il s'est inspiré des nombreux crimes racistes commis dans le sud de la France au début des années 70. Mais comme toujours, les confrontations entre communautés ne sont pas univoques. L'humilité et la discrétion générale des nouveaux venus laissent parfois place à de brusques explosions de violence. Dès 1948, le préfet de Paris notait que la moitié des 100 000 agressions annuelles étaient causées par des Maghrébins. Le souvenir de guerre d'Algérie, les exactions du FLN, les attentats, les crimes des policiers à Paris par le FLN étaient encore très présents dans les mémoires. Toutes les mémoires.
Mais la réalité importe peu à Yves Boisset. Dans son film, Dupont-la-Joie, il forge une mythologie. Ces Arabes superbes sont aux yeux de sa caméra et du spectateur les nouveaux prolétaires exploités et méprisés, tandis que les ouvriers, employés, représentants de commerce, toute la lie petite bourgeoise franchouillarde, sont voués aux gémonies. Le bon Dieu et le diable. Avec Dupont-la-Joie, le réalisateur a obtenu un grand succès commercial. Le tournage a été un peu tourmenté, des bagarres, des contestataires, des polémiques, mais ça valait le coup. En un film, Boisset est devenu à la fois le chéri bankable des producteurs et une conscience de gauche. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il n'est pas le seul à porter le fer dans la plaie populaire. Souvent à la même époque, le talent dispute à la férocité. Renaud chante Hexagone, une chanson dans laquelle il traite les Français de rois des cons, Cabu dessine les beaufs, et Coluche brocarde le père Gérard, alcoolique qui reproche à son fils de fumer des pétards. Au bistrot, on est des patriotes. Tu veux pas comprendre, t'es pas patriote avec toi, Chic. Pour la première fois dans les années 70, les jeunes révoltés s'en prennent pas seulement aux classes supérieures, aristocratie, bourgeoisie, mais aux classes populaires. Quelques années plus tôt, les militants les plus conscientisés, comme on disait à l'époque, ne juraient pourtant que par le prolétariat, le monde ouvrier, le peuple sanctifié, déifié, idolâtré même. Or, en mai 68, la rencontre des jeunes et de leur mythe s'est mal passée. Les ouvriers, cornaqués par la CGT, ont repoussé les gauchistes venus les rallier à leur cause à la sortie des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Les ouvriers ne voulaient pas faire la révolution, mais acquérir le confort petit bourgeois. Ils ne désiraient pas détruire la société de consommation, mais y entrer. Pas le pouvoir aux soviets, mais Charlot des sous. La victoire des dirigeants syndicaux est de courte durée. Alors qu'ils viennent en triomphateurs romains leur présenter les accords de Grenelle qu'ils ont signés avec le patronat, ils se font à leur tour huer et expulsés par les ouvriers de la régie. T'as peut-être foutu en l'air 4 ou 5 dossiers. Tu t'es peut-être soulagé, mais par la même occasion, t'as foutu en l'air la négociation. Et crois-moi, ça va pas être facile à arranger. En quelques semaines, le prolétariat français s'est fait une triade d'ennemis irréductibles. Les jeunes gauchistes les jugent insuffisamment révolutionnaires, le patronat les trouve trop revendicatifs, et leurs chefs communistes et syndicalistes trop rebelles. Guerre des générations et guerre des classes, l'échec de la révolution collective annonce la révolte des individus seuls. L'égalité est remplacée par la liberté. La classe ouvrière devient dans l'imaginaire un ramassis de beaufs, de franchouillards, alcooliques, racistes, machos, l'allié de l'humanité. Du moment que c'est pas par les Arabes, hein Ahmed? Ah bah ça c'est agréable. Estime-toi déjà heureux de jouer à la table de français? L'internationalisme de gauche a rompu avec le patriotisme de la Révolution française après la guerre de 14. Déjà dans l'entre-deux-guerres, Aragon et les surréalistes conchiaient le drapeau tricolore, l'hymne national et l'armée française, héritier d'Anatole France, qui avait affirmé « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ». Cet esprit libertaire des surréalistes dénonçait avec Prévert « Ceux qui mamellent la France, ceux qui courent, volent et nous vengent ». Mais dans les années 70, la détestation de la France se double d'une détestation des Français, surtout des plus humbles d'entre eux. Oh bah voilà les plus beaux, cocotte, Georges et sa Ginette. À la haine de la France s'ajoute la haine du peuple français. Les lecteurs souvent qui nous écrivent au journal pour nous indiquer des reportages à faire. Alors j'y suis allé comme ça au culot quoi. Vous connaissez Charlie Hebdo? Ouais, c'est un canard que mon gosse il lit de temps en temps, pourquoi? On est avec la télévision là parce qu'on fait un reportage. Télé? Quelle télé? C'est Antenne 2. Oui mais alors pas de photo hein, s'il vous plaît. Écoutez, on vous verra de dos. Oui. Ou alors avec un bandeau sur les yeux si vous... Bon, bah alors allez-y, j'ai pas beaucoup de temps, mais... J'y vais carrément. Non mais chaque fois que je l'envoie, je peux pas m'empêcher de rigoler, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un beauf. Mais dites-moi, vous qui travaillez dans le temps au Figaro, c'était des gens comme ça que vous aviez à l'époque. Oui, mais... Vous avez un peu changé, là. J'ai fait que le spectacle, là, au Figaro. Ouais. Ah oui, oui. Dans le contexte historico-politique, ouvrage de Paxton, Le chagrin et la pitié, Nuit et brouillard, etc., remontent en même temps les souvenirs peu glorieux de la guerre, de l'occupation, de l'extermination des Juifs. Cette jeunesse, qui n'a pas connu l'occupation, condamne sans le savoir le comportement de ses pères, coupables à la fois d'avoir perdu la guerre, collaboré et donné les Juifs. Les dirigeants des groupuscules gauchistes sont le plus souvent juifs fils de ces Ashkénazes qui avaient été chassés ou livrés aux Allemands parce qu'ils n'étaient pas de nationalité française. Le peuple français est alors accablé de tous les péchés d'Israël. Mais cette jeunesse, plus imprégnée de judéo-christianisme qu'elle ne veut l'avouer, ne peut pas faire son deuil de tout millénarisme ni de religion du salut. L'immigré sera son nouveau Christ, son nouveau peuple élu.
Ses souffrances seront celles du peuple juif. Son bourreau, le peuple français forcément, sera confondu dans une même malédiction implacable. Les plus lettrés de cette génération avaient retenu de Lévi-Strauss que l'ethnocentrisme est un crime néocolonialiste et que chaque culture a sa dignité, sa valeur dans la longue chaîne de l'histoire de l'humanité. Ils n'ont pas entendu, pas voulu entendre, ni compris que Lévi-Strauss ajoutait qu'un peu de xénophobie, qui n'est pas le racisme, mais le pendant de la conscience de soi et de la confiance en soi, était nécessaire à sa culture afin qu'elle ne fût pas engloutie par celle de l'autre. Et donc, t'as entendu parler d'un des moulins qui habité dans cette cité? Des moulins, il y en a plus du bois, plus du pont. Il y a Moncel, il y a l'Arbi, puis Camara, puis Yousbir. Et ici, dans la crotte où ça pue, il n'y a plus que nous. Et sa sœur, il y a le Maboule. Le fou, lui, il doit savoir. Allez, viens, je t'emmène. Chapelier! Il est parti à Cergy-Pontoise! 22 rue de Guillancourt! Salaud de négro! Vous me prenez pour un jambon! Je vais tout vous buter, moi! Ils prêchaient bientôt le vivre ensemble, après en avoir sapé les fondements qu'était l'assimilation, et couverts d'opprobre et de ridicule ceux qui en étaient les meilleurs agents, ces humbles, ces petits, ces sans grade, ce peuple franchouillard et sans prétention qui depuis un siècle dans les quartiers populaires avait servi de référent et de modèle aux différentes vagues d'immigrés venus de Belgique, d'Italie, de Pologne et même d'Algérie. Oui, j'étais jusqu'au collège technique en première. Moi, je me destine à l'éducation, à l'enseignement. Je désirais à ce que la nouvelle génération, celle qui va me suivre, ait un peu plus de savoir, aussi bien intellectuel que de savoir-vivre. Religieux, vous êtes croyant, vous êtes... Non. Après, il n'y a rien. Ah non. Athée complet. Ah non, je ne crois pas du tout. Moi, je crois pas avoir une deuxième vie. J'en ai déjà assez de celle-là, ça suffit. À la fin du film d'Yves Boisset, le jeune arabe dont le frère a été tué dans la ratonnade improvisée déboule dans le café de Jean Carmé. Il est armé, le met en joue et tire. Le film s'achève sur cet appel au meurtre. Le peuple français doit mourir. La jeune génération de la bourgeoisie n'a pas le courage d'accomplir elle-même la sale besogne. N'est pas Cavagnac ou Thiers qui veut, ni Staline ni Mao. Elle délègue cette mission exterminatrice à l'immigré arabe qu'elle appelle à remplacer le vieux peuple pour mieux le faire disparaître. Depuis 40 ans, Yves Boisset a réalisé d'autres films, certains remarquables comme Le Juge Fayard, mais Dupont-la-Joie restera le plus grand succès de sa carrière car il a alors exprimé une époque, une idéologie, l'âme d'une génération. Il a voulu dénoncer avec force le rejet de l'arabe, de l'autre. Il a révélé la haine de la bourgeoisie pour le prolétariat. Non, il fait en 2 heures. Que 30 bicots sont pas foutus de foutre. En 6 mois. Bah alors là, je veux bien vous croire, monsieur Collin, mais si vous parlez des Arabes et du travail, ça fait 2. Il a accusé la haine de race et a révélé sa haine de classe. Il a voulu exhumer la xénophobie française et a mis à jour la prolophobie des élites parisiennes. Il a cru mettre en lumière le rejet du bico, du raton, du bougnoul. Il a affiché son rejet de la canaille, comme disait Voltaire, du beauf, comme disait Cabu, de la populace que tuait Monsieur Thiers. Chier dans leur froc, les bicots. On leur a foutu une volée. On leur a montré. C'était nous les patrons. C'est vrai qu'en France, on est chez nous. Yves Boisset a cru faire un film sur le racisme. Il a en réalité fait un film raciste. Pour soutenir cette chaîne, vous pouvez liker, vous abonner et cliquer sur la cloche afin d'être prévenu quand une vidéo sort.